Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Sophie d'avoir accepté notre invitation. Tu es co-secrétaire générale de la CGT Cadre. Tu es aussi co-initiatrice de cet appel à faire grève ce lundi 8 mars, la grève féministe. Vous appelez à une journée de mobilisation des femmes à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes qui aura lieu ce lundi. On trouve toutes les informations sur le site grèveféministe.fr. D'abord, encore un mot sur cette initiative qui n'est pas sans lien avec le contexte de la crise sanitaire où les femmes sont les plus touchées. C'est quoi le mot d'ordre ? Le mot d'ordre, c'est le 8 mars des premières de corvée, parce que pendant le premier confinement, on a applaudi à notre balcon un certain nombre de travailleurs essentiels. Et en fait, ces travailleurs essentiels étaient majoritairement des travailleuses. Ce sont les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, les aides à domicile que nous avons applaudi. Et le problème, c'est que depuis ces applaudissements, ces grandes envolées lyriques, la situation de ces travailleuses n'a pas changé, voire elle s'est dégradée avec la crise, notamment dans le secteur du commerce, par exemple, où les licenciements pleuvent, où les projets d'automatisation des caisses ressortent, où la flexibilité et les temps partiels augmentent. Et donc, ce que nous voulons dire à l'occasion de ce 8 mars, c'est d'abord qu'il faut mettre en correspondance les paroles et les actes, qu'il faut revaloriser les métiers à prédominance féminine et qu'il faut mettre fin entre ce fossé entre l'utilité sociale des métiers et leur reconnaissance salariale et sociale dans la société. Et puis, le 8 mars des premières de corvée, parce que la crise a exacerbé les inégalités, notamment en matière de répartition des tâches domestiques, et qu'on a pu constater que quand les services publics reculent, quand les écoles et les crèches arrêtent de fonctionner, la surcharge de travail domestique, elle repose d'abord sur les femmes, au détriment de leur vie personnelle, au détriment de leur travail, au détriment de leur santé, et qu'il faut renforcer évidemment les services publics. C'est la première leçon de la crise, c'est qu'il faut investir dans le secteur du soin et du lien, renforcer les services publics, mais qu'il faut aussi remettre sur la table l'enjeu de l'inégale répartition des tâches domestiques et de l'impact que ça a sur les inégalités dans l'ensemble de la société. Alors, votre appel, c'est un appel international. Est-ce qu'il y a vraiment une coordination internationale féministe? Est-ce que cet appel international, c'est une première ou il y en a déjà eu d'autres de par le passé? C'est une dynamique qui est en cours depuis plusieurs années. On se souvient du 8 mars en 2019 en Espagne où les Espagnols étaient entre 4 et 6 millions à descendre dans les rues et à faire grève. Donc, il y a un certain nombre de pays dans lesquels la mobilisation se construit ce 8 mars. Après, il faut quand même prendre en compte qu'on est dans un contexte extrêmement particulier avec cette crise sanitaire aiguë. Et donc, par exemple, nos camarades espagnols viennent de nous informer que tous les rassemblements et manifestations avaient été interdites par le gouvernement espagnol. Donc, elles ne pourront pas se mobiliser physiquement ce 8 mars. En France, on a le droit de manifester et c'est heureux. Par contre, on sait très bien que la mobilisation, elle est clairement entravée par le contexte sanitaire avec près de 20% des salariés qui sont en télétravail, des travailleuses et travailleurs vulnérables qui ne peuvent pas participer physiquement aux manifestations, aux rassemblements, un fonctionnement des services publics qui est perturbé, un couvre-feu, etc. Donc, il y aura une mobilisation importante, plus importante que les années précédentes, mais bien sûr, ça ne pourra pas être à la hauteur de ce qu'on voudrait construire comme grève féministe et qui sera à l'ordre du jour, on l'espère, et en tout cas, on va mettre toutes nos forces pour ça, pour que ça soit le cas le 8 mars 2022, dans un contexte sanitaire qui sera tout autre, on l'espère. Vous êtes soutenu par de nombreuses associations, des ONG, des syndicats et aussi des partis politiques. J'ai regardé sur le site justement qui vous soutenez et j'ai vu que l'ensemble des formations politiques de gauche vous soutenez. Il en manque une. Laquelle? Parti socialiste. Ah, d'accord. Oui, c'est… Ça s'explique pas. Comment? Ça s'explique pas. J'avoue que c'est pas moi qui ai suivi la sollicitation des partis politiques. Donc, voilà, il faut leur demander à eux pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent pas cette journée. Et j'avoue que je ne me souviens pas s'ils soutenaient la journée de mobilisation les années précédentes. Bon, tant pis pour eux, hein. Alors, tu appelles la France à ratifier la Convention internationale 190 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce que c'est exactement cette Convention internationale 190?
Alors, cette convention, cette 190e convention de l'Organisation internationale du travail, c'est la première loi mondiale contre les violences et le harcèlement au travail. C'est la victoire qu'ont obtenue les syndicats en s'appuyant sur le mouvement MeToo. Ça fait depuis 2014 que tous les syndicats du monde s'étaient coordonnés en disant voilà, nous voulons maintenant une convention de l'Organisation internationale contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. Et grâce à la vague MeToo, ça a augmenté le rapport de force et ça nous a permis de gagner cette convention. Une convention de l'OIT, pour s'appliquer, elle doit être ratifiée par les États. Cette convention, elle a déjà été ratifiée par l'Argentine, par l'Italie, par les îles Fidji et par l'Uruguay. Rien du côté de la France pour l'instant. Grâce à... Comment ? Il n'y a que 4 pays donc, qui l'ont ratifié. Oui, mais c'est parce que c'est une convention qui est très jeune, puisque on l'a gagnée en juin 2019, donc elle a 1 an et demi. Il y a un certain nombre de processus de ratification qui sont en cours dans de nombreux pays, mais je n'ai pas la liste à jour. Et puis surtout, le manque, il est du côté de la France, qui a joué un rôle crucial dans l'adoption de cette convention grâce à la pression évidemment qu'on a émise sur le gouvernement. Là, on vient de gagner le fait que, enfin, la ministre du Travail s'engage par écrit à ratifier cette convention. Maintenant, le gros débat, c'est est-ce qu'on la ratifie à droit constant ou est-ce qu'on accompagne cette ratification de modification du droit du travail pour mettre en place des avancées pour les femmes. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. J'entends souvent les mots « l'arsenal législatif est suffisant ». Bon, quand on regarde les chiffres, on voit que ce soi-disant arsenal, il ne fait peur à personne. Il y a plus de 80% des entreprises qui n'ont pas de plan de prévention en matière de violences sexistes et sexuelles, alors que c'est en théorie obligatoire, mais en théorie seulement parce qu'il n'y a pas de sanction. Il y a près de 30%, un tiers des femmes qui disent être victimes de harcèlement sexuel au travail, et il y a 40% plus de la moitié des victimes qui disent ne pas en avoir parlé à leur supérieur hiérarchique ou à leur employeur, et pour cause, 40% de celles qui en ont parlé disent que le règlement s'est fait en leur défaveur. Donc on voit qu'il n'y a pas de plan de prévention, il y a des violences qui sont massives, il y a un tabou et un silence des victimes ou des témoins, parce que ils et elles savent que quand les victimes parlent, il y a un risque sérieux que le règlement se fasse en leur défaveur. Donc il y a urgence à changer la loi. Mais est-ce que ça, c'est un problème de loi ou c'est plutôt un problème d'application de la loi, de lois qui ne sont pas appliquées? Parce que s'il y a du harcèlement, par exemple, sexuel ou sexiste dans une entreprise, la loi, elle prévoit, j'imagine, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'elle prévoit des sanctions. C'est juste que ces sanctions ne sont pas appliquées. En fait, la loi, elle est claire. Dans la loi, en fait. Comment? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la loi? Tout simplement, par exemple, mettre en place des sanctions pour tous les employeurs qui n'ont pas de plan de prévention. Mettre en place une obligation de négocier avec les syndicats ces plans de prévention, puisque aujourd'hui, le patronat refuse de négocier avec nous sur la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Ce qu'il faudrait aussi concrètement, c'est mettre en place des moyens d'accompagnement des femmes victimes. On a obtenu en 2018 la création de référents harcèlement sexuel dans les CSE, les comités socio-économiques des entreprises. C'est un premier pas, mais qui est très insuffisant parce que ces référents sont très éloignés des salariés. Je vais prendre un exemple. Par exemple, à Capgemini, il y a une référente harcèlement-violence pour 5000 salariés. Comment voulez-vous qu'elle fasse son travail? Ces référents n'ont pas les moyens de faire leur travail. Il n'y a pas de formation obligatoire, il n'y a pas d'heures de délégation supplémentaires pour pouvoir remplir ce rôle. Ils n'ont même pas la garantie d'avoir un local isolé pour pouvoir recueillir la parole des victimes. Donc, il faut renforcer considérablement le rôle et les moyens des référents. Et puis, il faut aussi mettre en place des choses pour les salariés, en majorité des femmes d'ailleurs, qui sont dans des entreprises sans syndicat et sans représentant du personnel. Ces salariés sont totalement isolés face à l'employeur quand il y a des violences qui se produisent. Nous avons gagné il y a plusieurs années la création des conseillers du salarié qui accompagnent ces salariés sans représentant du personnel quand ils sont dans des procédures de licenciement face à l'employeur. Eh bien, il faudrait que les conseillers du salarié puissent accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles face à l'employeur pour éviter que ces victimes se retrouvent seules. Et puis enfin, la dernière grosse exigence, c'est créer des droits pour les victimes de violences conjugales.
forcer déjà l'employeur à négocier sur ce sujet, et puis créer des droits pour les protéger, interdire leur licenciement, faire en sorte qu'elles aient accès à des droits à congés payés automatiques pour mettre en place toutes leurs démarches. C'est ce qui existe en Nouvelle-Zélande, par exemple, où il y a 10 jours de congés payés pour les victimes de violences conjugales, et mettre en place des droits à mobilité géographique et fonctionnelle pour leur permettre de fuir leur conjoint violent. On a de nombreux cas de victimes qui nous disent que leur employeur a refusé une mobilité géographique alors que c'était possible, et donc qu'elles sont obligées de choisir entre leur vie, parce que souvent elles sont en menace de mort avec un conjoint qui sait où elles travaillent et qui peut les retrouver, ou leur travail. Et donc évidemment que dans ces cas-là, on choisit sa vie au mépris de son indépendance économique, et donc à moyen long terme, on n'a plus les moyens d'échapper au phénomène d'emprise. Donc il faut garantir le droit au travail des femmes victimes de violences conjugales en créant ces nouveaux droits, et ça passe par le Code du travail. Un mot sur les métiers aussi, Sophie. C'est quoi la réflexion de la CGT sur cette classification finalement aussi d'un certain nombre de métiers? On sait qu'il y a beaucoup de métiers exclusivement, voire essentiellement masculins, d'autres essentiellement féminins. Quel est le discours que vous portez sur ça? Est-ce qu'il faut que les aides maternelles, les infirmières, les couturières soient essentiellement des femmes, ou est-ce qu'il faut au contraire inciter les hommes à aller vers ces métiers et inversement les femmes à aller vers les autres? Et surtout, comment on le met en place? Nous, on est bien sûr favorable à la mixité à tous les niveaux dans le monde du travail. Et effectivement, aujourd'hui, le monde du travail n'est pas du tout mixte. Le seul secteur où la mixité progresse, c'est dans l'encadrement. Sinon, dans le reste, notamment chez les ouvriers employés, la mixité et la ségrégation des emplois a plutôt tendance à augmenter, la ségrégation des emplois. Donc, il faut faire la mixité. Après, la question, c'est comment. Et nous, on pense que, et d'ailleurs, c'est l'expérience qui le démontre, la mixité dans les emplois à prédominance féminine, elle ne peut se faire qu'en revalorisant ces métiers, en revalorisant leur salaire, leurs conditions de travail, en reconnaissant leur pénibilité, en reconnaissant leur utilité sociale. C'est ça qui fera que ces métiers seront plus attractifs. De l'autre côté, sur les métiers à prédominance masculine, pour faire en sorte que des femmes puissent les exercer, il faut aussi revoir les conditions de travail, prévenir la pénibilité, prévenir les violences sexistes et sexuelles. On voit ainsi à travers ces deux exemples combien l'égalité femmes-hommes, c'est un levier de progrès pour toutes et tous, parce que ça permet aussi de faire reculer la pénibilité dans les métiers à prédominance masculine. Est-ce que tu dirais depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir que enfin, qu'est-ce qui a changé sur la condition par rapport à la condition des femmes? Parce que je me souviens de ces discours enflammés, notamment pendant la campagne présidentielle, où il se déclarait ultra féministe. Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé, qui ont changé en bien, en mal? Dans les faits et dans le concret, non, pas du tout. Sur la situation des femmes au travail ne s'est pas du tout améliorée depuis l'accès d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, et malgré ses grands engagements. Pourquoi? Parce que le gouvernement refuse de prendre toute mesure contraignante face au patronat et recule systématiquement face au patronat. Or, si c'est comme en matière de sécurité routière, si vous interdisez de rouler à plus de 80 et qu'il n'y a pas d'amende pour les chauffards, évidemment qu'on va continuer à rouler à 90 sur les routes départementales. En matière d'égalité femmes-hommes, c'est comme ça, c'est-à-dire que les interdictions, elles sont dans la loi, mais il n'y a aucune sanction pour les chauffards. Donc, il ne faut pas s'étonner que la loi ne soit absolument pas respectée, parce qu'aujourd'hui, encore en France, il est moins coûteux de discriminer que de respecter la loi. C'est donc ce que font la majorité des employeurs. Et je rappelle que les écarts de salaire sont toujours de 26% en moyenne entre les femmes et les hommes. Et c'est ce qui explique que les femmes, chaque jour en France, arrêtent d'être payées à partir de 15h40 chaque jour. Et je dis, la situation ne s'est pas améliorée. On peut même dire, d'une certaine manière, qu'elle recule, elle se dégrade, et ce qui risque de s'aggraver avec la crise, parce qu'on a une augmentation de la précarité. Les femmes sont... les salariés qui sont considérés comme étant en sous-emploi sont à 70% des femmes, d'abord du fait du temps partiel et puis de la précarité. On sait que ils et elles surtout vont être très concernés par la crise. On sait qu'il y a une augmentation aussi de la flexibilité du travail en horaire atypique le soir et le week-end, qui pénalise énormément les femmes, notamment dans le secteur de la grande distribution.
Donc, ce qu'on observe plutôt, c'est une dégradation de la situation des femmes du fait de la crise et du fait des politiques néolibérales de précarisation du travail qui pénalisent particulièrement les femmes. Et puis, la dernière mauvaise nouvelle en date pour les femmes, c'est cette réforme de l'assurance chômage que le gouvernement maintient envers et contre tout et qui est proprement scandaleuse. Justement, c'était la dernière question qu'on voulait te poser. Le gouvernement a décidé de remettre sur la table la réforme de l'assurance chômage. Je me souviens, il y a quelques années, pas quelques années, quelques mois peut-être, c'était en novembre 2019, tu avais avec d'autres initié un meeting sur la réforme des retraites pour expliquer combien la réforme allait être, en tout cas les femmes allaient être les premières victimes de cette réforme. C'est aussi le cas pour la réforme de l'assurance chômage? Elles vont être très pénalisées, ça c'est sûr. Après, première victime, c'est moins sûr, ça va aussi pénaliser beaucoup les intérimaires et des secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Mais en fait, cette réforme de l'assurance chômage, elle va pénaliser les femmes qui sont parmi les plus précaires aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes qui sont sur des emplois à temps partiel, les femmes qui sont assistantes maternelles, aides à domicile sur des emplois très précaires de courte durée et qui peuvent avoir des passages au chômage. Et donc, sur ces femmes-là, qui en plus cumulent avec des inégalités familiales et qui sont très souvent dans des familles monoparentales, donc avec des revenus très limités pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, elles vont être très, très pénalisées par la réforme de l'assurance chômage et elles n'avaient pas besoin de ça. Donc, c'est une réforme qui est dans l'absolu scandaleuse parce qu'on fait des économies sur le dos des chômeurs et notamment sur le dos des chômeurs les plus précaires, mais qui est encore plus scandaleuse dans le contexte actuel, alors qu'on sait qu'avec la crise, le chômage et la précarité explosent et que déjà, dans un contexte normal, on sait très bien qu'on ne choisit pas d'être chômeur, c'est une sanction en fait, et c'est imposé, et c'est une sanction sociale très forte, mais alors encore plus dans cette crise, il y a des millions de personnes qui risquent et qui basculent déjà dans le chômage, et on sait que retrouver du boulot, c'est mission impossible. Or là, avec cette baisse très forte des allocations qui vont pouvoir baisser de 40% pour les salariés les plus précaires, en fait, ils vont être dans l'impossibilité de boucler leur fin de mois et de vivre tout simplement. Et l'effet, en fait, sera encore plus fort pour les femmes chômeuses parce que souvent, elles sont dans des familles monoparentales avec des revenus moindres et que souvent, elles avaient des revenus salariaux plus faibles au départ. Et donc, du coup, comme le revenu de remplacement va baisser, elles seront plus nombreuses à être sous le seuil de pauvreté, ça c'est clair. Lundi 8 mars, grève féministe. Tout le monde peut se mettre en grève, Sophie? Oui, avec plaisir. Grève féministe, ça ne veut pas dire grève de femmes. Ça veut dire une grève pour l'égalité, pour construire une société égalitaire. Donc, les hommes sont bien entendu les bienvenus et invités à se joindre aux mobilisations. D'abord parce que on pense qu'on ne peut pas être libre quand 50% de la population est soumise à des rapports de domination. Et puis aussi parce que ces stéréotypes sexistes, ils impactent négativement les hommes qui ont une injonction de virilité permanente à devoir être forts, courageux, etc., à ne pas pouvoir être timides, coquets, doux, patients. Sinon, ils sont qualifiés de femmelettes et on sait combien ce terme est humiliant malheureusement. Et ces stéréotypes sexistes et virilistes ont un impact négatif sur le travail. Ils ont un impact négatif sur le travail des femmes parce que c'est ça qui explique que les métiers à prédominance féminine soient dévalorisés. C'est parce qu'on considère que quand on est une femme, il est naturel d'être patient, à l'écoute, doux, organisé, soigneux, que ses compétences et ses qualifications ne sont pas reconnues d'un point de vue salarial. Et de l'autre côté, c'est parce qu'on considère que quand on est un homme, on doit naturellement être fort, par exemple, que la pénibilité est la norme dans un certain nombre de métiers à prédominance masculine et qu'il y a encore trop peu de mesures de prévention et de protection. Donc, militer contre ces stéréotypes sexistes, c'est favorable aux femmes comme aux hommes et ça a un impact direct sur les conditions de travail et l'amélioration des conditions de travail. Et puis enfin, les hommes sont les bienvenus le 8 mars. Avec aussi une réflexion sur comment est-ce que chacune et chacun, on sort de ces rapports de domination, ce qui nécessite de cheminer aussi et de s'interroger sur comment est-ce que soi-même on est pris dans ces rapports de domination et qu'on les reproduit au travail ou dans la vie. Donc ça nécessite aussi de chacun et chacune faire son bout du chemin.
Merci beaucoup, Sophie. Tous en grève lundi prochain, 8 mars. Et le Et site, toutes c'est en grève, grèveféministe.fr. Comment? Tous et toutes en grève. Tous et toutes en grève. Merci, Sophie. Merci.